Bonjour et bienvenue dans votre émission 60 ans, 60 regards, une émission consacrée au 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Jean-Jacques Hano, réalisateur, producteur de cinéma et scénariste. Jean-Jacques Hano est un habitué des récompenses, parmi lesquelles l'Oscar pour la victoire en chantant en 1977, le César du meilleur film et le meilleur réalisateur pour La Guerre du Feu en 1982, le César du meilleur film étranger pour Le Nom de la Rose en 1987 et celui du meilleur réalisateur pour L'Ours en 1989. Et en 2015, il a reçu le prix Coq d'Or du meilleur film pour Le Dernier Loup et en 2016, le prix des 100 fleurs du meilleur film également pour Le Dernier Loup. Les prix Coq d'Or et les prix des 100 fleurs sont les récompenses de cinéma les plus prestigieuses en Chine. Jean-Jacques Hano, bonjour. Bonjour, j'ai aussi obtenu cette année le Coq d'Or pour mon dernier film, Notre-Dame brûle. Ah oui, Notre-Dame brûle. Oui, et il y a d'ailleurs, quelques mois, j'étais très honoré. félicitations, très c'est vrai. Et oui, ça m'a fait infiniment plaisir, ça m'a beaucoup touché. On va en parler tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est un grand plaisir et un grand honneur de vous recevoir sur ce plateau, puisque cette année, nous fêtons le 60e anniversaire des relations entre la France et la Chine. Eh bien, on va s'intéresser plus particulièrement à vos relations avec la Chine. Pour commencer, en 2015, votre film Le Dernier Loup a remporté un grand succès en Chine. D'ailleurs, unanimement salué par les médias chinois. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès ? Vous savez, on ne sait jamais. Quand on fait un film, on ne sait jamais comment le public va le recevoir. Et moi, je suis toujours inquiet. Inquiet. Oui, Même de la part d'un grand réalisateur comme vous. Oui, parce que Vous si vous voulez, ce qu'il y a de très bizarre, c'est que vous parliez d'un film qui s'appelle L'Ours, par exemple. Ce film a eu un succès international, sauf en Suède. Sauf en Suède. Oui, et au Brésil. Le public n'a pas réagi. Parce que l'ours était un animal méchant. Donc on ne peut pas savoir. Et n'est-ce pas, les pays d'Asie ont une culture, heureusement, tout à fait différente des nôtres. Évidemment, nous sommes tous humains, nous avons tous le même cœur qui bat pour les mêmes raisons. Mais il peut y avoir des détails culturels que je n'aurais pas su traduire et qui vont éventuellement choquer un public. Mon film, La Guerre du Feu, un des rares échecs, c'était le Japon. Parce que la culture japonaise ne voulait pas penser que l'homme avait évolué. Donc les gens ne sont pas allés le voir. Donc c'est pour ça que je suis toujours inquiet, même si je sens que le film est réussi. Mais des fois, il y a des films qui ne sont pas réussis et qui marchent très bien. Ouais. Et donc moi, j'essaye de faire des films, en tout cas, qui me plaisent au fond de mon cœur. Ouais. Et au moins, si vous voulez, l'avantage de ça, c'est que si on me dit ton film m'a pas plu, et moi je réponds mais moi ça m'a plu de le faire, je l'ai fait avec sincérité et j'ai fait le mieux possible. J'ai toujours évité de faire des films qui ne soient pas enracinés dans ce en quoi je crois. Et comme j'aime beaucoup l'Asie, et en particulier la Chine. On va y revenir. Le Dernier Loup, c'est une coproduction sino-française. C'est d'ailleurs la plus grosse coproduction sino-française. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte dans lequel ce film a été réalisé ? Par exemple, et pourquoi vous avez eu l'idée de faire ce film pour commencer ? Alors figurez-vous que ce qui s'est passé, c'est que un jour, mon assistant me dit, il y a une délégation chinoise qui vient te voir, ils sont là, est-ce que tu pourrais les recevoir ? C'était en quelle année alors ? À peu près. C'était avant 2015, bien sûr. avant 2015, ça devait être en 2014. Ouais. Et des gens charmants me disent, est-ce que vous avez lu ce livre qui s'appelle Le Totem du loup, Wolf Totem ? La réponse était oui. Vous l'avez lu ? J'avais lu le Ah livre. Oui, dans... La version, il y avait une traduction française ou anglaise, je ne sais plus en quelle langue j'ai lu, mais j'avais été passionné par le livre. Et donc je leur dis ça, je leur dis mais c'est très compliqué, enfin bon, je suis invité
à venir en Chine. J'accepte évidemment. Je suis reçu par le maire de Pékin et qui m'explique que c'est un livre qui serait très, très heureux que je fasse le film, parce que le film se passe en Mongolie avec des loups et des acteurs principaux qui sont des Han. C'est-à-dire de l'ethnie Han. Oui, ouais. C'est-à-dire que c'est l'histoire de deux jeunes gens, en particulier d'un jeune homme, ouais. Qui va être expédié pendant la Révolution culturelle. Dans les années 60. Hein. Dans les années 60. Voilà. Et qui va être ébloui par la culture mongole. Et alors, ce qui m'avait beaucoup amusé, il m'avait dit, mais vous savez, on a hésité à proposer ce film à des metteurs en scène chinois parce qu'ils ne connaîtront peut-être pas très bien la culture mongole et ils ne connaissent pas le travail avec des animaux comme vous savez le faire, puisque j'avais fait un film qui s'appelait Deux frères avec des tigres et un film qui s'appelle L'ours. L'ours, voilà. Et donc, ils ont bien étudié votre parcours, hein, ces Chinois. Oui, oui, mais ils avaient... les gens que j'ai rencontrés avaient vu beaucoup de mes films à l'université souvent. Et donc, après, ils me disent, alors on a pensé aux réalisateurs américains, mais eux, ils ne comprennent pas ni les loups, ni les Mongols, ni les Chinois. Je me souviens, ni les Han. Ils avaient été très amusés, ils avaient beaucoup d'humour. Hein. Et ils me disaient, mais vous, on sait que vous allez aimer les Mongols, on sait que vous aimez les Han, et on sait que vous vous entendez bien avec les animaux. Et c'est comme ça que je me suis passionné pour ce film. Donc vous avez dit oui. Ah oui, ouais. J'ai dit oui. Je dois dire, j'avais la chance d'avoir des gens, M. Zhang Chang en particulier, qui était le président à l'époque de la troisième chaîne de Beijing TV. Et j'ai commencé avec lui et M. Chou, qui était son numéro 2. Et mon premier travail a été de visiter la Mongolie. Et de rencontrer l'auteur du roman, Jiang Rong. Et ce qui m'a passionné aussi, vous voyez, c'est les détails qui me font adorer la Chine. Nous voilà partis pour un voyage de 17 heures en voiture pour visiter le vrai endroit où s'est passée l'histoire que Jiang Rong raconte. Dans cette voiture, M. Jiang Rong est à côté du chauffeur. À côté de moi, il y a mon interprète, et à côté de l'interprète, il y a le monsieur qui était le jeune homme qui avait accompagné ce garçon pendant la Révolution culturelle. Dans la voiture, Jiang Rong me cite Chateaubriand, Baudelaire, Verlaine, et je suis Stendhal. Pendant ce temps-là, son camarade qui est devenu peintre me parle de l'école de Barbizon. L'école de peinture de Barbizon, c'est-à-dire les pré-impressionnistes, que je collectionne. Et je me dis, mais quel pays merveilleux, quel pays incroyable. Quand je vais aux États-Unis, mais personne ne sait qui est Chateaubriand ou Stendhal. Ils connaissent que les émissions de télé. Personne ne connaît l'école de Barbizon, sauf quelques spécialistes qui sont conservateurs dans les musées américains. La différence, si vous voulez, c'est une des choses qui m'a tellement plu tout de suite. Et là, après 17 heures de voiture, je me souviens avoir dormi dehors parce qu'il n'y avait pas de place dans les yourtes, il y avait 3-4 yourtes, et je me suis couvert d'un filet parce qu'il y a beaucoup de moustiques. Il n'y avait pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel. Pas d'hôtel. Non. Mais le premier soir, je me souviens, il y a eu un spectacle de danse, c'était les gens du petit village qui ont tenu à danser et à chanter. Moi, je me suis accueillir. Oui, mais moi je me suis mis à danser aussi. Oui, bien sûr. Et à chanter ce que j'ai pu. Avec, vous savez, on trempe son doigt dans l'alcool, on envoie à Tenger, ensuite on envoie aux ancêtres, et ensuite on le fait pour soi-même. Donc j'ai commencé à boire cet alcool fait à partir du lait de jument, et à trouver
cette association entre les gens de Pékin qui venaient et qui étaient tous des amoureux de la Mongolie. Donc ce sont des Chinois Han. C'est ça. Et qui adorent la Mongolie. Et ils en parlent très très bien. Et puis je suis avec des Mongols qui sont des éleveurs de chevaux ou des éleveurs de moutons. J'adore la nourriture, l'ambiance est formidable, et je me dis, mais j'adore ce que je vis. Et vous voyez, ça fait 15 ans maintenant, ou 10 ans, je ne sais pas, je n'ai pas cessé d'avoir ce sentiment d'amour pour les populations chinoises. Je dis bien les populations parce que beaucoup de Mongols ne parlaient pas mandarin. C'est ça. Et les Han ne parlent pas le mongol non plus. Non, bien sûr, c'est bien normal. Et moi, du coup, si vous voulez, c'était intéressant parce que j'étais neutre, j'avais des interprètes francophones, j'avais des interprètes anglophones, les deux. Et mes acteurs, il y en avait un qui parlait très très bien l'anglais parce qu'il était canadien, en fait, il était sino-canadien, et l'autre très doué, Feng Xiaofeng, qui est un garçon très, très adorable, et une actrice mongole qui parlait un peu l'anglais. Donc si vous voulez, ce qui était formidable, c'est que toute mon équipe, qui venait généralement de Pékin, ont découvert un peu la Mongolie. Ils ont découvert aussi les loups. Ben oui, c'est des animaux formidables pour comprendre la société humaine. Il y a beaucoup de loups en Mongolie alors? Oh, il y a encore beaucoup. Encore beaucoup. Oui. Alors ils sont protégés, mais malheureusement il y a du braconnage. C'est-à-dire que les paysans, les éleveurs surtout, sont très inquiets quand ils voient des loups rôder parce qu'un loup peut dévaster un troupeau. Ben justement. Et donc c'est des ennemis plutôt. Oui, ce sont des ennemis, mais ce qu'expliquait le livre et le film, c'est que vous avez besoin de loups pour pas qu'il y ait trop de gazelles. Si vous équilibre écologique. C'est l'équilibre. C'est-à-dire que quand vous tuez les insectes, finalement, vous n'aurez plus de fleurs. Etc. Tout s'enchaîne. C'est très profond en fait. Mais oui. C'est une idée philosophique. C'est ça qui m'a passionné. Et c'est ça que vous avez essayé de traduire dans votre film. Bien sûr. Mais c'est vous qui avez écrit le scénario à partir du roman. Bien sûr. C'est ça? Bien sûr. Alors, comment ça s'est passé? Parce que c'est pas évident écoutez, quand même. Oui, parce que c'est un livre qui est très complexe. Vous voyez, je fais cette épaisseur-là. C'est un livre de 500 pages à peu près, avec beaucoup de personnages, beaucoup de références historiques, beaucoup d'amour de la part de l'auteur, qui lui-même est un Chinois de Pékin, mais qui est tombé complètement amoureux de la Mongolie et qui parle mongol, parce qu'il est resté longtemps là-bas en Mongolie. Et moi, j'ai été pénétré par ça, pénétré par cette amitié que j'ai vue entre mes acteurs mongols, mes acteurs pékinois. Il y avait une ambiance sur ce plateau qui perdure. Vous voyez, si je sors mon portable, je suis sûr que j'ai reçu aujourd'hui... Encore des messages. Oui. Incroyable. Parce que on s'est aimé. On a eu de l'affection les uns pour les autres. Et c'était une belle aventure. Et puis, ce que j'aime, beaucoup de mes films, c'est dans des endroits assez compliqués, un peu loin. Et celui-ci aussi, compliqué. Mais oui, on était... Avec des loups en plus, on y reviendra. Ben oui. Et donc, on était à 4 heures de route du premier hôpital et du premier aéroport. On a tourné dans un petit village qui s'appelait Wulagai, et qui était à 400 km de Xilinghot. Donc, si vous voulez, on était vraiment perdus. Mais là, quand on est perdu comme ça, on est comme sur un bateau. J'avais 600 membres. 600 membres de mon équipe, plus les acteurs et les figurants. C'est ça. Parfois, plus les acteurs et les figurants. Donc, parfois, ils étaient combien, les acteurs et les figurants? Si vous voulez, quand on a des troupeaux de 100 chevaux, il faut 100 cavaliers. En plus, il faut des gens qui s'occupent du fourrage. C'est-à-dire que tout ça est très compliqué. Puis quand vous avez des loups, il fallait surtout pas qu'un loup s'échappe. C'est ça. Et vous mordez aussi. J'avais un loup amoureux. Le chef de meute ne voulait pas travailler sans la séance de baiser.
Ah bon? Oui, il me sautait dessus tous Baiser les avec matins. vous? Oui, Quoi, avec oui, vous peut-être? avec moi. Oh là! Il me posait les pattes sur les épaules et il me débarbouillait avec vous savez, une langue très grande. Mais c'était vraiment un signe d'amour, on va dire d'affection. On n'a jamais, mon dresseur me disait qu'il ne comprenait pas Bah oui. pourquoi il y avait cette relation Et avec le chef de vous, meute. surtout? Oui, et avec moi tout seul. Comment ça se fait? Alors, vous avez une explication? Alors, Parce que déjà, moi, j'ai très peur du loup. Hein. mais c'est des animaux très dangereux. Très dangereux. Il était de ma taille, c'est-à-dire sur ses pattes, son visage était à ma hauteur. Et il fallait que je me change. Je ne pouvais pas aller habillé comme ça, par exemple, parce que il était tellement gentil et excité que Incroyable. j'étais obligé de mettre une combinaison de travail sans poche. Donc il fallait que je m'habille le matin pour la séance de baiser avec ce loup. Alors, Sans ça, vous ne pouviez pas commencer le tournage. Non, parce qu'il ne voulait pas commencer. Ah oui. Mais il comprenait ce qui se passait, enfin il comprenait que... Enfin, je ne sais pas, ça me semble surréaliste en fait. Mais moi il aussi, savait que... Ouais. Moi aussi, je ne comprenais pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la préparation du film, j'allais tous les 2 mois à Pékin. Nous avions installé un ranch pour les loups, de façon Pékin. à ce qu'ils grandissent, oui. Mais pourquoi pas en Mongolie alors? Parce que j'avais un dresseur, c'était plus commode d'avoir un dresseur, des vétérinaires à disposition, plutôt qu'au fin fond de la Mongolie, où il faut 17 heures de voiture. Ah oui. Vous voyez? Ouais, Donc on avait construit, alors c'était compliqué de construire ce ranch, parce que les loups, ça gratte. Vous avez construit ce ranch à Pékin que pour le film? Oui, bien sûr. Oui. Et qui était très luxueux, si vous voulez, de façon... C'était où ce ranch? Écoutez, alors là, je ne sais pas où... Dans la banlieue pékinoise? Banlieue, c'était à 1 heure et demie de voiture. 1h30, ouais. Le long d'une rivière, c'est très joli, dans un parc. Donc les loups étaient... Il fallait, si vous voulez, donner aux loups la compréhension que les humains n'étaient pas hostiles à eux, mais en même temps, il fallait qu'ils gardent leur caractère sauvage. Donc c'est pour ça qu'on les avait mis dans un endroit boisé, de façon à ce qu'ils conservent leur nature. Parce que sinon, vous avez des espèces de chiens. Pas du tout ce qu'on voulait. On voulait des animaux qui aient encore la sensibilité sauvage. Et ça a été le cas. La première fois où je vais voir les jeunes adultes, mon dresseur me dit, tu vois, le loup là-bas, c'est lui qui est le chef de gang, qui est l'alpha male. Et je vois ce loup. Il est plus grand, plus... Non. Pas spécialement. Non. Pourquoi lui alors? Ah, ça, j'en sais rien. C'est le dresseur qui... Le dresseur me dit, c'est celui-là qui a pris le pouvoir. Ah. Mais ils étaient tous jeunes, c'était des adolescents, si vous voulez. Donc c'était des loups qui étaient de cette taille-là. De cette taille-là, ouais. Il me regarde. Donc je rentre dans le ranch. Ouais. Il se met à ramper. Comme ça. Tout doucement. Il vient vers moi. Et pas son dresseur, pas les autres gens qui m'accompagnent. Il vient vers moi, il se retourne et il me montre son ventre. Incroyable. Il se retourne et il vous montre. Comme ça. Et mon dresseur me dit, eh ben là, il faut que tu lui caresses le ventre, parce que c'est un acte pour te dire qu'il t'apprécie, et donc dis-lui que toi aussi, tu l'apprécies. Bon, je caresse le ventre de ce loup, et très discrètement, il me fait une toute petite léchette. Comme ça, ouais. Et il s'en va. Il court, il s'en va. Mois après mois, langage. Plus je vais régulièrement voir les progrès de ces loups. À chaque fois que vous alliez à chaque fois, dès que je sortais de la voiture, il venait à ma rencontre. C'est comme un chien en fait. Parce que... Ah, c'était plus amoureux que ça. Ah oui, parce que moi, enfin, tout le monde connaît la fidélité d'un chien envers son maître, n'est-ce pas? Là, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute. Quand vous dressez un chien, quand vous êtes gentil avec lui, eh ben, il vous le rend bien. Tandis que de la part d'un loup, j'ai jamais entendu parler d'une relation affectueuse, c'est impossible. Mais c'était une relation très particulière. Et toute mon équipe a pensé que comme il était le chef des loups, il avait envie d'être en bon rapport avec le chef de l'équipe des humains.
Comment il a su que vous étiez le chef alors? Ah ben ça c'est assez facile. Ben Parce oui, que, oui, comment? mais parce que j'arrive dans une voiture, je suis entouré de gens. Ah, Euh, il vous a repéré. Il est intelligent, Mais attendez, les animaux très intelligent. ben, ils pichent tout de suite. Ils voient très bien que les gens me laissent passer en premier pour rentrer dans la cage. D'accord. Les gens sont courtois. Vous À êtes mon- entouré de je votre suis entouré. équipe et du coup, Donc, c'est vous le chef. Oui, voilà. Ah, Je suis voilà. le chef de meute. J'ai compris, chef de meute Voilà. comme lui. Oui, et donc si vous voulez, c'est pour ça que en fait, qu'est-ce que c'est qu'un chien? C'est un ancien loup qui a pris l'habitude de vivre dans les communautés humaines, parce que nous avons le même système de fonctionnement. On aime avoir un chef, un sous-chef, un empereur, si vous voulez, un empereur et une impératrice, parce qu'il était très bien marié, ce loup. Il avait une femelle qui était très belle, qui s'appelait Silver, et qui était une très belle louve, magnifique, et qui était d'ailleurs un peu énervée de voir ce loup me faire Oui. autant de câlins. Incroyable, Elle- la elle- jalousie. Hein. Elle me Ah mordait, oui. elle semblait dire, allez les garçons, ça suffit maintenant. Et elle mordillait ses pattes, et moi, elle me tirait le pantalon pour me dire, bon maintenant, c'est fait, vous êtes embrassés, et on peut Jamais d'agressivité. Non. Incroyable. Non, mais ce qui est tout à fait inouï, c'est que comme le rapport, le tournage a duré 1 an. Un an. Oui, avec des interruptions, mais enfin, c'est un film de 4 saisons, n'est-ce pas? Donc j'avais besoin de l'hiver, du printemps. C'est ça, c'est ça. Et ce loup s'est enhardi, notre relation amicale s'est enhardie au point que, rapidement, c'était pas une petite léchette, mais c'était un débarbouillage complet. Oui, Et incroyable. qu'à la fin du film, il avait réinventé ce qu'on appelle le French kiss. Waouh! Mais le problème, c'est qu'il a une langue très longue. Il mettait sa bouche dans la mienne et il me caressait les amygdales. À tel point que mon assistante avait du désinfectant. Alors c'était un loup très bien entretenu. Oui. Mais Incroyable. Mais il fallait, moi, que je me débarbouille après, avec un gant de toilette, que je mette du désinfectant, et j'avais souvent des griffures. Parce qu'il adorait me mordre la joue. Il vous ça. adorait, en fait. Il vous on adorait. avait un rapport de... Moi, je le trouvais formidable, ce loup. J'avais du respect pour lui. J'avais de l'amitié. Respect Et j'étais mutuel. ému. Ouais. Mais vous savez, quand vous avez un acteur comme ça... Car c'est Oui, c'est un acteur, Mais on oui. y reviendra. Quand vous avez un acteur qui est gentil à votre égard, ce qui a été le cas avec Sean Connery, par exemple, quand j'ai fait Le Nom de la Rose, il y avait cette amitié que j'aime beaucoup, discrète, vous savez, entre les garçons, on est assez pudiques en vérité. En tout cas, moi, je le suis assez. Et donc, quand on sent qu'il y a un véritable respect, ben, ça se passe bien. Parce qu'il n'y a pas besoin de dire « je t'aime beaucoup », non. Il suffit que dans tous les gestes de la journée, le rapport soit fluide. Donc voilà, si vous voulez, c'est incroyable. Hein. Oui. Alors, j'ai jamais lu ça dans des commentaires rédigés par des commentateurs chinois. Vous savez, il y a beaucoup d'images de moi Oui. qui ont été filmées, parce que mes amis caméramens, on avait toujours 3-4 caméras prêtes à tourner. Quand ils voyaient le loup m'embrasser comme ça, ils faisaient tourner la caméra. Là aussi, ça mérite un film, hein, carrément. Ils faisaient au ralenti, c'est-à-dire que ça faisait... C'était étonnant. Touchant. Et moi, des fois, si vous voulez... Vous n'aviez pas peur, des fois? J'étais un peu inquiet, des fois. Parce que c'est des animaux. Hein. Ce qui m'inquiétait, c'était son excitation. Vous voyez, parce que quand il me prenait la joue comme ça, mais je me disais qu'il suffisait d'un rien pour qu'il m'arrache la joue. Justement. Et qu'après, s'il y a du sang, là, ça peut changer. Dégénéré, surtout. Oui, donc j'étais prudent. Mais si vous voulez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que... Je pourrais même vous raconter un truc incroyable. Allez-y. Dans un des décors, tous les décors étaient dans un... Il fallait mettre des barricades, si vous voulez. Là, on était en Mongolie. Là. On est en Mongolie. Sur le tournage. Sur le lieu du tournage. On est à Xilinghot, dans un volcan. Ouais. Et je suis obligé d'avoir un grand parc. Mais lorsque les loups arrivent pour la première fois dans ce nouveau lieu... De Pékin, non? Tu rentres de Pékin.
On est à 17 heures de Pékin. Là. Oui, c'est ça. Et c'est un endroit magnifique, hein, c'est de prairies volcaniques, enfin, c'est très beau. Les loups repèrent tout de suite qu'il y a un endroit où il y a des cacas. Évidemment, ils se précipitent là et ils se roulent dans le caca. Et donc, moi, je ne peux plus tourner parce que leur fourrure est pleine de ce qui ressemble à de la boue, mais qui n'en est pas. C'est ça. Or, on ne peut pas les approcher avec un balai, ni avec un râteau, et on ne peut surtout pas prendre un jet d'eau, parce que si on fait ça une fois, ils ont compris qu'on se conduit mal avec eux. Donc, oh là là. Impossible, et mon dresseur ne pouvait pas les approcher. Et qui c'est qui s'est mis à enlever les crottes sur la fourrure? C'est moi. Parce que quand il venait le matin, ma mission, c'était de le caresser. Incroyable! Oui. Et que, évidemment, il fallait que je me nettoie sérieusement après. Avec une paire de gants, j'espère? Non, parce qu'il voulait... Non, si vous voulez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est le rapport charnel. Il aimait... Oh oui! Oui, il aimait mordiller mes mains, pas un gant. Il ne me mordillait pas le tissu, il me mordillait là. Quel rapport, hein? Oui, étonnant. Oui. Mais j'aimerais bien savoir, quand est-ce que vous avez commencé à... Enfin, vous avez commencé à rédiger le scénario avant d'avoir ce rapport avec les loups, ou bien c'est au fur et à mesure? Ah non. Comment ça s'est passé pour l'écriture du scénario? L'écriture, comme d'habitude. Vous étiez en France ou en Chine? Les deux. Les deux, hein? Oui. J'ai beaucoup écrit en Chine, avec l'aide d'une assistante qui avait fait des écoles de cinéma. J'ai écrit tout seul d'abord dans ma maison de campagne en France. Et comme je voyageais beaucoup et que j'allais régulièrement en Chine, j'en profitais d'écrire dans les yurts que j'allais visiter. J'ai beaucoup écrit à Pékin, hein, énormément. Et j'ai fait une dizaine de scénarios successifs, y compris avec... Une dizaine de scénarios successifs, pourquoi? Parce que, vous savez, un scénario, c'est comme la cuisine. C'est pas du premier coup que vous avez le plat équilibré comme il faut. Et des fois, il y a des scènes qui sont trop longues, d'autres fois, il y a des scènes qui sont manquantes. Donc, ça prend pratiquement 2 ans à écrire un scénario. J'imagine, ouais. Et celui-là était compliqué, encore une fois, parce qu'il fallait prendre le point de vue mongol, prendre le point de vue pékinois, et prendre le point de vue des loups. Il fallait donc équilibrer tout ça. Justement, en fait, ce rapport affectueux que vous avez réussi à établir avec le loup, hein, est-ce que ça, on va dire, ça a beaucoup modifié non, ça ne modifie pas le scénario. Non. Ah bon? Non. Oui. Non, les scènes d'embrassade ne sont pas dans le scénario. Ah oui, c'est pas dans le film. Mais non. C'est ça. Non. Parce que vous avez votre propre histoire. Hein, oui, ça c'est mon histoire privée, j'ai envie de dire. C'est ça, qui n'était pas dans le scénario. C'est dommage. Dans le cinéma, il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout dans les films en extérieur. Des couples se forment et se déforment. C'est ça. Des couples de techniciens. Quand on fait des tournages très longs comme ça, je suis habitué à voir des rencontres. Et donc, mais c'est pas dans le film. Vous comprenez, c'est le soir que ça se passe, c'est pas pendant le tournage. Et donc là, le film était très écrit au début. Très écrit, storyboardé, bien entendu. Parce que j'ai beaucoup de scènes entre des chevaux et des loups. Mais les chevaux détestent les loups, et les loups détestent les chevaux. Comment je fais? Alors c'est très compliqué. Il faut exercer dans des couloirs spéciaux, des loups à courir à un certain endroit, des chevaux à côté, faire attention qu'il n'y ait pas le moindre geste d'agressivité de la part des chevaux ou de la part des loups. C'est un dressage qui a demandé une année. Très compliqué. Quel travail! Mais si vous voulez, ça, le travail, c'est normal. Si on propose aux gens de passer une soirée ensemble, ils vont aller au cinéma, ça coûte cher, c'est une soirée importante pour eux, mais c'est normal qu'on se donne du mal. Si c'est pour faire n'importe quoi, n'importe comment, en disant,
si c'est moche, tant pis. Non, là, si vous voulez, je sais que le public a compris qu'on s'était donné un mal considérable, y compris votre président Xi Jinping, qui connaissait très très bien l'histoire et qui m'a posé personnellement tout un tas de questions. Beaucoup de questions. Oui, oui, Ouais, ouais. en sachant que nous avions préparé les loups, que j'avais fait évidemment pris des loups de Mongolie et pas des loups canadiens, qui sont complètement différents. Ils sont blancs et noirs, alors que les loups mongols sont de couleur de fauve. Hein, ils ont la couleur de la steppe, si vous voulez. Donc, tout ça, si vous voulez, quand vous avez, si vous voulez que vos acteurs soient motivés et qu'ils fassent le travail avec passion, il faut que le plateau, tout ensemble, soit content de faire le film et qu'ils pensent qu'ils font une œuvre particulière et que c'est quelque chose dont ils seront fiers et dont ils vont parler et qui va être important pour leur curriculum vitae, de dire c'est ça. J'étais sur ce film, j'étais accessoiriste ou j'étais caméraman. Et moi, si vous voulez, c'est aussi mon plaisir de faire que mes techniciens soient fiers et heureux. Et moi, je ne peux pas faire les films dans la mauvaise humeur. J'aime fédérer les gens autour du projet. C'est pas pour moi, j'ai pas besoin qu'on m'aime, mais il faut que tout le monde travaille dans le respect et l'amour du film qu'on espère faire. Comment y êtes-vous parvenu? C'était une équipe de plus de 600 personnes, oui. Et puis vous ne parliez pas la même langue. Est-ce que la langue de communication, c'était l'anglais, ou alors constamment vous avez recours à des interprètes? Alors, comment faire pour communiquer de façon fluide avec votre équipe, de façon à ce qu'elle comprenne ce que vous vouliez, à ce qu'elle éprouve du plaisir à travailler avec vous? Alors, d'abord, si vous voulez, je fais beaucoup de réunions préparatoires, voilà. Avec des gens qui me posent des centaines de questions. Ah oui. Mais, vous savez, mon métier, c'est un métier d'image et de son. Quand mon équipe, qui sont des gens très professionnels, me voit sortir mon viseur, et je fais un mouvement comme ça, mais ils ont compris. Tout de suite, ils apportent ce qu'on appelle la dolly, c'est-à-dire un appareil qui va permettre à la caméra de faire ça, ou le steadicam. Si je me mets à marcher, puis je fais ce signe-là instinctivement, je fais ça, et là, ben, ils comprennent qu'il faut soit une grue, soit un steadicam. Je n'ai pas besoin de leur dire « allez au camion chercher la grue ». Ils ont compris. Et que mes acteurs avaient lu le scénario, ils connaissaient, c'est ça. Ils connaissaient les personnages. Ouais. Donc moi, j'avais qu'à faire la mise en place en disant, bon, ben, tu vois un loup qui est là-bas, toi tu es là, tu vas courir, enfin, les détails matériels, mais c'est très facile à expliquer. Ouais. Mais comment diriger, oui, une collaboration entre loup et humain? Est-ce que les loups comprenaient? C'est ça en fait. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ils adoraient. Parce qu'il y avait des scènes où. Ils adoraient être sur le plateau. Parce qu'ils sont des stars. Parce qu'il y a 600 Ils savaient qu'ils jouaient. Mais oui. Ah oui. Mais oui. Incroyable. Mais si vous voulez, c'est complètement stupéfiant. Oui. Je les voyais, j'ai envie de dire sourire. Je les sentais heureux. Vous savez, position des oreilles. Ça. Si vous avez les oreilles qui tombent, c'est pas bon. Mais s'ils sont comme ça, ils attendent le coup de sifflet. Ils attendent que je dise moteur. Oui. Oui. Et alors, après, il faut leur faire quelque chose qu'ils comprennent. Si vous leur demandez de prendre un stylo et d'écrire en mandarin, ils le feront pas. Mais si vous leur ils voient un lapin dans le lointain, ils vont regarder, ils vont courir. Donc il faut s'organiser pour avoir quelque chose qui va attirer leur attention. Donc si vous voulez, il faut se mettre dans la peau de l'animal en disant mais qu'est-ce que je ferais moi si j'étais loup? Mais on ne se trompe pas trop, parce qu'au fond de nous, vous savez, on a aussi 4 pattes, hein, on a 2 yeux, on a des narines. Incroyable. Donc il faut se dire, par exemple, quand on est avec les loups, un loup, ça sent 1000 fois plus qu'un humain. Incroyable. Un chien, 100 fois plus. Un loup, 1000 fois plus. C'est-à-dire qu'ils peuvent détecter un cadavre d'animal ou un troupeau
selon le vent, peut-être déjà à 10 km. Parce que ça va sentir la gazelle, vous comprenez? Et donc là, la meute va se déplacer et avec une stratégie très compliquée. Certains vont aller en avant, d'autres se cacher derrière des rochers, en embuscade. C'est incroyablement compliqué. Et vous pouvez, si vous comprenez bien les loups, eh ben vous comprendrez bien les humains. Et il y a des scènes nocturnes, hein. Comment avez-vous fait pour les filmer? Alors, les scènes nocturnes, ce qui est compliqué, c'est de ne pas les perdre, encore une fois. C'est donc à chaque fois de faire des parcs énormes et il faut les enterrer, les grillages. C'était des grillages qui faisaient 4 mètres de haut. Bah oui, parce qu'ils sautent, et puis ils s'agrippent, et puis ils creusent. Et donc, le film a coûté très cher pour cette raison-là. Parce que ma hantise était qu'un loup s'échappe et aille foutre le bordel, pardonnez-moi de cette expression, dans un troupeau. Parce que là, qu'est-ce que je dis aux éleveurs? Si on perd un loup et que ce loup se met à courser les troupeaux, c'est terrifiant. Donc ça, c'était la grosse angoisse. L'autre angoisse, évidemment, c'est qu'il y a un incident entre les loups. J'allais vous poser la question alors. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non. Non, on avait une jeune femme vétérinaire qui était chinoise, mais qui était néo-zélandaise, et qui a sauvé notre loup principal, notre star. Celle qui vous... Enfin, la star qui vous faisait tout le temps des bisous. Oui, voilà. Et comment ça? Eh bien, il a eu une torsion de l'estomac. Il a failli mourir. Elle était chirurgienne, cette jeune femme. Elle a ouvert le ventre et elle a remis l'estomac dans le bon sens. Et donc, on a eu une convalescence de quelques semaines de ce loup vedette. J'ai failli perdre ma star. Mais, vous voyez, on était équipés. C'est-à-dire que l'ensemble des dresseurs, ils étaient une vingtaine, dont cette vétérinaire spécialisée dans les canidés. Après le grand succès de ce film, il y a eu beaucoup d'articles parus dans la presse chinoise. En fait, j'ai lu un article qui a dit que en fait, les Chinois, ils étaient enfin, ils se posaient beaucoup de questions sur des effets spéciaux dans ce film, à tel point que, en fait, un des grands journaux vous a interviewé à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors si vous voulez, j'adore, moi, profiter de toutes les innovations technologiques. Mais la technologie, très souvent, tue l'art. Et tout ce que vous voyez sur les loups, ce sont des vrais loups. C'était vrai. Mais bien sûr, il n'y a que parfois des avant-plans. Donc si je suis la caméra, là, un loup vous regarde. Et si je suis là, je peux très bien utiliser une poupée de loup. Mais s'il regarde un autre loup, ça sera un vrai loup. Parce que ce vrai loup va être intrigué par cette poupée que je lui montre au dernier moment. Et donc, il va avoir un vrai regard de loup. Et je travaille avec des caméras qui me permettent d'être en très gros plan, éventuellement. Et ce que je fais sur des scènes très compliquées, comme par exemple une scène de nuit où une meute de loups attaque un troupeau de chevaux. C'est ça. Les loups que vous voyez, je les ai tournés parfois ensemble, sur fond bleu. J'avais des couloirs pour les loups, couloirs pour les chevaux, couloirs pour les loups, couloirs pour les chevaux. Donc 4 couloirs. On a répété pendant des mois. D'abord les loups seuls. Cette scène-là, ça s'est répété. Oui. Oui. D'abord les loups seuls, sur 150 mètres, je crois. On leur donnait à manger là, à l'autre bout. Donc ils couraient, ils étaient rassurés, ils connaissaient l'endroit. Après, il a fallu les habituer à courir sur la neige froide. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore de neige, on a fait de la neige artificielle. Et ensuite, il fallait qu'ils courent contre le vent, avec de la fausse neige qui leur arrivait dans les yeux. On a fait la même chose avec les chevaux. Et ensuite, un par un, on a fait chevaux et loups, en veillant à ce que le loup n'attaque pas le cheval et que le cheval ne botte pas le loup. C'est ça. Et j'avais des travelling pour les caméras suivantes, j'avais des caméras dans les deux sens.
de façon à ce qu'il y ait véritablement une interaction, parce qu'un loup qui court à côté d'un cheval, il va le regarder. Ça, je peux pas... Je pourrais éventuellement le fabriquer en 3D, mais il n'y aura jamais cette inquiétude de loup qui va d'un seul coup regarder si le cheval est... Peut-être le loup va avoir envie d'attaquer le cheval. Mais dans ce cas-là, son dresseur va le rappeler et pour le calmer. Donc, si vous voulez, une scène comme ça, elle est dangereuse. Effectivement. Mais ça s'est très très bien passé parce qu'on a pris le temps de répéter. Et alors, pourquoi le fond bleu? Parce que là, j'ai donc une dizaine de chevaux et une dizaine de loups qui travaillent véritablement ensemble. Donc, ils jouent ensemble. Mais derrière, j'ai la possibilité de mettre d'autres chevaux que je tourne séparément sur un autre décor, parce que je ne peux pas faire une scène avec 100 chevaux ou 200 chevaux, ce qui était parfois le cas, et 30 loups. Ça, c'est incontrôlable. Là, il y aurait du grabuge. Et donc, chaque image est pensée comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça ait l'air bien? Alors, effectivement, si j'ai un loup qui saute sur l'arrière d'un cheval, l'arrière du cheval fait un faux cheval. Et un vrai loup va sauter dessus. Mais si après le loup est agrippé au cheval, ça sera une poupée de loup agrippée à un vrai cheval. Et comme vous mariez les deux très rapidement, on n'a pas le temps, même moi j'ai même plus le temps de m'apercevoir que c'est un faux loup, parce que le plan dure 1 seconde et quart. Vous voyez, mais tout ça se prépare. Parce que quand vous accrochez une poupée de loup sur un cheval dans la neige, il faut que ce loup tienne, et il faut aussi que le cheval soit rassuré de ce qui est sur son dos. Donc il faut préparer le cheval pendant des semaines. Tout est compliqué. Mais, alors, comment je marie les choses? J'ai des plans de drone, par exemple. Là, j'ai 200 chevaux qui courent dans la vraie steppe enneigée, avec des ventilateurs partout qui font de la neige. Dans le même lieu, je tourne les loups seuls, qui courent. Et là, après un travail très compliqué, je les juxtapose. Parce que je ne peux pas, dans la nuit, laisser 30 loups libres avec 200 chevaux. Parce que ça, c'est alors... impossible à gérer. Un carnage. Ouais. Voilà. Donc, si vous voulez, oui, c'est compliqué. Mais c'est excitant. Mais il n'y a pas eu de scène de trucage, finalement. Quand vous juxtaposez au sens propre du terme. Ça s'appelle un split screen, si vous voulez. Mais c'est un split screen compliqué, c'est-à-dire qu'il fallait que je repère bien où étaient mes chevaux, de façon à ce que, par exemple, là, je puisse mettre un loup, ici un autre, d'autres devant. Et donc, ça s'étudie, c'est-à-dire que comme on a la mémoire de ce qu'on a fait avec les chevaux, après, en fait, j'ai tourné les loups à la fois dans le même endroit et aussi dans un stade de football, de façon à ce qu'ils aient la bonne position. Mais ce sont des vrais loups. Vous voyez, c'est pas des loups numériques. Donc, bravo. Il y a... Quel travail. Le public est très fin, vous savez. Les gens sont très malins. C'est pour ça que le public chinois a posé des tas de questions, et c'est pour ça que ce journal chinois a tenu à vous rencontrer pour vous poser des questions à la place du public. Mais vous voyez, il y avait des réunions qui duraient plusieurs journées sur des scènes avec des storyboards, et à chaque fois je coloriais différemment si c'était un véritable arrière-train de cheval, est-ce que c'est un vrai cheval ou est-ce que c'est un faux, etc. Donc si vous voulez, tout ça doit être très très préparé à l'avance de façon à ce que tout ça soit répété et qu'après, le naturel revient au galop, j'ai envie de dire. Vous voyez. Alors vous êtes réputé pour être perfectionniste, un technicien hors pair. Il paraît que vous supervisez vous-même chaque étape de la fabrication de vos films. Est-ce que c'est ça qui explique en fait vos succès? Je ne saurais pas dire, mais si vous voulez, c'est comme la couture. Vous pouvez faire des modèles à la machine ou vous choisissez
le fil, vous choisissez la couleur, vous choisissez le dessin, vous choisissez la couturière, de façon à faire une œuvre qui soit dans le domaine du luxe et non pas dans le prêt-à-porter. Donc, si vous voulez, moi, j'aime toutes les phases du cinéma. J'adore l'écriture, j'adore le casting, j'adore les repérages, j'adore la construction des décors, mais en finale, j'adore le montage, j'adore la sonorisation, je m'occupe énormément de la musique. Tous les détails, en fait. Et oui, et le mixage, mais attendez, si vous mettez la musique trop fort, vous tuez l'émotion. C'est-à-dire que si la musique, il faut des fois qu'elle ne s'entende pas, et pourtant elle parle au cœur. Mais ça, sur les mixages, on fait ce qu'on appelle des prémixages, donc prémixage parole, prémixage vent, prémixage cri de chevaux, etc. Et puis, en finale, il y a le potentiomètre musique, on me le laisse à moi, sous la direction évidemment de mon chef mixeur. Mais moi, j'ai le doigt sur le potentiomètre parce que des fois, je vais la pousser au contraire, et d'autres fois complètement la retenir. Parce que les entrées musique, ça peut être très très dérangeant. C'est-à-dire que vous savez, la musique accompagne le sentiment. La musique, ce qu'on appelle le score, parce que la musique source c'est différent. Si vous êtes dans un bal, il y a un accordéon, bon, là c'est la musique de la scène. Mais le score, c'est la musique qui va parler des sentiments des personnages. Et donc c'est complètement autre chose. C'est terrible. Vous pouvez complètement massacrer un film si la musique n'est pas appropriée. Donc je m'occupe, j'ai des très très bons rapports avec mes musiciens que j'adore, que je respecte énormément. Et j'adore les séances d'enregistrement, mais si vous voulez, la colorimétrie, je m'occupe de ça aussi. Vous vous occupez de tout en fait. Ben oui, ça me prend 4 ans, un film. Oh là là. Mais j'ai des collègues, j'ai des amis qui ont fait 50 films, moi j'en ai fait 15. Et à chaque fois c'est un succès en fait. Non, j'ai eu 2 échecs. Enfin, un gros échec et un moyen échec, mais la moyenne est bien. Voilà, alors, d'après la presse chinoise, vous aimez beaucoup la Chine. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui vous attire dans ce pays? Comment l'avez-vous découvert? Je l'ai découvert avec émotion, respect. Ce qui m'a plu en Chine, c'est les gens. J'ai adoré. Oui. Si vous voulez, ce que je trouve, c'est que il y a le sens du travail qui me plaît énormément. Moi, je suis dans un pays où les gens se battent pour partir à la retraite, c'est-à-dire pour mourir, pour disparaître, pour aller en croisière sur le Nil. Mais oui, bon, très bien. Parce que peut-être ils ne s'intéressent pas à leur boulot, je ne sais pas. Si vous voulez, je souffre de ça, moi. En tant que Français, ça me fait du chagrin. Alors, quand je suis en Chine, il y a un détail, vous savez. La feuille de service dans notre métier, c'est l'heure de départ, quels sont les accessoires nécessaires, à quelle heure on commence, à quelle heure on part de l'hôtel, etc. En France, il y a l'heure de départ et puis il y a l'heure d'arrivée. Et si on dépasse d'1 minute, on me coupe l'électricité. On coupe. C'est-à-dire que les techniciens veulent, quand j'étais au Vietnam, ils voulaient aller quelque part, je ne vais pas dire quoi, vous avez deviné sans doute, il fallait qu'ils soient à 7 heures à tel endroit, on me coupait les caméras, c'est-à-dire on enlevait la prise. En Chine, il n'y a pas marqué la fin. Vous savez quand vous partez, mais on sait que dans le cinéma, des fois il faut attendre, parce qu'il se met à pleuvoir. Et ça, cette dévotion, cette amitié que j'ai ressentie. Vous savez, j'ai travaillé dans des conditions très difficiles en Mongolie, il faisait très très froid. Il faisait parfois -20. -20. Ah oui. Un tout petit détail, excusez-moi de vous couper. Comment avez-vous fait pour protéger le matériel de tournage alors qu'il faisait -20? On a ce qu'il faut, on a des batteries qui permettent on a des couvertures chauffantes au-dessus des caméras. Le problème, c'est que moi j'ai eu un de mes caméramans dont la main s'était crispée autour du manche de la caméra et il a failli être gelé. Et mon chef opérateur a perdu le sens de ses doigts de pied, toujours encore aujourd'hui. Il ne me l'a jamais dit.
savez, ce qui était impressionnant, c'est que je travaillais dans des collines et que j'avais besoin de ventilateurs. Ces ventilateurs étaient énormes. Et vous savez qu'en Chine, on ne peut pas avoir des hélicoptères. Les hélicoptères sont interdits. Même le fuel pour hélicoptère est interdit, c'est réservé à l'armée. Donc, oui, c'est vrai, c'est réservé à l'armée. Il fallait, on ne pouvait pas utiliser de camions parce que les pentes étaient comme ça. Il fallait 16 personnes pour porter un ventilateur. 16 personnes. Eh bien, vous savez, quand je voyais 5 fois 16 personnes grimper avec ces énormes machines en chantant, dans le vent, et ils étaient en basket. Et comment ne pas les aimer? Comment ne pas respecter? Ils faisaient ça parce que c'était leur métier, mais aussi par amour de leur métier. Par respect pour vous aussi. Par respect pour le film, par respect... Vous savez, les gens qui veulent faire ce métier, c'est pas... Enfin, il y en a quelques-uns, c'est tout simplement parce qu'ils veulent être célèbres et monter les marches à Cannes. Bon. Mais non, la plupart du temps, si vous voulez, ce sont des gens qui ont un rêve de faire des choses d'exception. Eh bien, quand vous emmenez des gens dans des décors merveilleux, en plein hiver, ils savent que c'est eux qui habitent Pékin, ils savent que c'est un privilège. Ils ne reverront peut-être jamais ça. Et du coup, il y a autre chose que simplement le salaire. Vous voyez, il y a la joie de se dire quel métier intéressant on fait. Parce que moi, j'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin de tout le monde au meilleur de chacun. C'est ça. C'est ça, au meilleur de chacun. Mais bien sûr. Oui. C'est-à-dire que moi, tout seul, je peux fracasser un film. Mais pour le réussir, il me faut le talent de chacun. De chaque dresseur de loup, de chaque cavalier. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est très émouvant. Et donc, la manière de faire que tout le monde soit content, c'est de faire que chacun sache ça. Et que chacun collabore au succès du film. Rien ne me fait plus plaisir que quand un débutant machiniste dit « c'est mon film ». Mais oui, ils ont raison de dire ça. Mais quand le film est mauvais, ils disent pas c'est mon film. Ils disent j'ai travaillé sur ce film-là ou sur cette merde-là. Donc si vous voulez, c'est ça la différence. Et donc, moi en fait, qu'est-ce que vous voulez? J'ai eu la chance de faire du cinéma depuis ma sortie de l'école de cinéma. J'ai fait ça toute ma vie. Mais je vis avec ces gens-là. Mon plaisir à moi, c'est de leur faire plaisir. Et leur plaisir à eux, c'est de faire plaisir à leur famille, qui va voir le film et qui va aimer le film. C'est ça. Et moi, si leur famille n'aime pas le film, je suis triste. Vous voyez, parce que... Rassurez-vous, hein, ce n'est pas le cas. Non, oui, voilà. Si vous voulez, ce détail-là, je ne le savais pas. Ça me guide beaucoup. Émouvant, oui. Ça me guide beaucoup. Vous savez, c'est mon premier spectateur, l'équipe. Quand je mets en place une scène et que je dis moteur, il la découvre, la scène. Mais si la scène est bien, je le sais tout de suite. Parce qu'ils ont été attentifs. Si la scène n'a aucun intérêt, ils jouent aux cartes derrière les tentes. Ben, vous voyez, c'est ça la différence. Où ils passent des textos. Donc, c'est un test. Donc, voilà. On a en tant que metteur en scène, on a cette responsabilité-là. On est chef d'équipe, on est inspirateur.